marché associé en charge du Banque Finance du cabinet Square Patent Box à Paris. Comme je disais à Guillaume lors de notre préparation de cette table ronde, moi quand je m'approche du marché, c'est souvent pour de la sortie de cote, alors par rachat, d'où la question que j'ai posée tout à l'heure, ou pour des financements type high yield, EuroPP, et donc financement coté et public. Guillaume, vu que nous étions sur les IPO principalement dans cette étude, et que c'est un peu votre cœur de métier, donc vous êtes le Head of Listing France, Espagne et Italie chez Euronext. Portugal, pardon. C'est l'Europe du Sud, oui. Voilà, première bourse, il y en aura sûrement d'autres. Est-ce que vous avez une réaction, un commentaire ou des questions par rapport à cette étude qu'on a eue en primeur pour pouvoir la lire avant ce matin? D'abord, sur l'étude, elle confirme quand même beaucoup d'avantages. Nous, on connaît de la bourse sur la capacité d'un grand nombre d'entreprises de toutes les tailles de pouvoir y accéder, de pouvoir utiliser des opérations de financement et variées et répétées dans la durée. Et je crois qu'elle combat aussi certaines idées préconçues sur le fait qu'elles sont centrées sur quelques biotech et des sociétés qui n'ont pas d'autres alternatives. J'aurais aimé qu'on y garde les sociétés qui font des cotations techniques, parce qu'aujourd'hui, en réalité, la manière d'utiliser la bourse est beaucoup plus riche qu'un simple outil de financement. La bourse, c'est avant tout un label de qualité. Et dans un monde où des entreprises veulent grandir et grandir plus vite, je pense que associé d'être transparent, associé d'être bienveillant, associé de se comparer aux meilleurs standards de performance, c'est un facteur d'accélération et la bourse a finalement une dimension beaucoup plus qualitative encore que quantitative. Mais c'était une très bonne étude. Bravo à nos amis de Nanterre. Merci Guillaume. Florence Gréau, vous êtes banquière, Société Générale et Head of Structuring and Execution. Et donc en charge du capital market, principalement, et de la mise en place et de la structuration de ces transactions. C'est une autre vision, mais vous êtes aussi, comme Guillaume, au quotidien sur ces pratiques. Est-ce que vous avez un commentaire ou des questionnements sur l'étude présentée aujourd'hui? Non, et je trouve que ça reflète effectivement beaucoup et très très bien ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire essayer de trouver des entreprises qui vont vivre avec la cotation, trouver les moyens de se financer, et puis ensuite il y a la vie de l'entreprise, la vie du marché, éventuellement la croissance, le financement, la croissance, puis éventuellement des opérations de rapprochement. Vous parliez des financements, ce qu'on voit quand même très souvent, et c'est ça qu'on propose à nos clients lorsqu'on va leur proposer l'introduction en bourse, c'est la possibilité de financer de la croissance externe, des acquisitions. Et donc, je pense qu'un des premiers motifs de financement post-IPO, c'est le financement d'acquisitions. Et puis malheureusement, il peut y avoir des situations plus compliquées. Et là, on a des financements rescue, on va dire, ou de restructuration du bilan, etc. Et puis des rapprochements d'entreprises qui font que un certain nombre de sociétés quittent la cote, et pas forcément de manière négative. Donc je trouve que cette étude reflète bien en fait la vie des sociétés et la vie de la cote. C'est très important. Merci Florence. Lauriane Pi est économiste à la Banque de France, responsable adjointe de l'Observatoire des entreprises. Lauriane, vous avez tout un tas de données à votre disposition sur ces sujets. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. J'ai aussi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cette étude. Alors, il faut savoir que nous, on est sur le spectre, on a les bilans de 1,6 million d'entreprises. Donc, en fait, là, on se concentre sur une toute petite partie des entreprises. Quand on regarde les bilans 2022, les PME sont très dépendantes du crédit bancaire. C'est 90% de la structure d'endettement, c'est 70% pour les ETI et 30% pour les grandes entreprises, l'endettement bancaire. Donc, quand j'ai lu l'étude et que j'ai lu les premières lignes des PME et des micros s'introduisent en bourse, du coup, c'était plutôt une bonne surprise. Alors, on a dit ça fait peu d'entreprises. Donc, ma première question, c'est vraiment des PME, des micros, ou est-ce qu'elles sont détenues? Est-ce que vous savez si vous avez le lien financier? Est-ce qu'elles appartiennent à des groupes ou pas du tout? Est-ce que ça, vous avez pu regarder dans la structure?
Il n'y en avait pas énormément qui étaient filiales de grands groupes. Non, Hein. Et on ça a fait sert. ça. Non, non, Donc, il y en a très peu, peut-être 2 ou 3 sur mon échantillon, 4, mais pas plus. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est assez encourageant, je veux dire, de voir qu'il y a des petites, comme on l'a dit, qui vont utiliser une palette d'instruments. Mon deuxième point, j'avais une question qui rejoint un peu une question qui a été posée dans l'audience. C'est vrai que quand on regarde l'évolution de la structure de bilan post-IPO, donc on voit que il y a le taux d'endettement qui augmente, et avec l'idée qu'elles commencent par s'endetter, puis après elles renforcent leurs fonds propres. Et en fait, quand on regarde l'évolution du taux d'endettement des entreprises françaises, de 1,6 million d'entreprises, ce qu'on observe, c'est qu'elles se sont endettées pendant la crise Covid, donc notamment sous l'effet des PGE. Donc on a bien un taux d'endettement qui a augmenté, et puis elles ont eu de très bons résultats. Ensuite, on a eu un renforcement des capitaux propres, des fonds propres. Du coup, là, c'est tout de suite, on va dans les études, on aime bien avoir, vous savez, un petit peu un groupe de contrôle. Là-dessus, c'est vrai que ma première question, ça aurait été, est-ce que vous êtes en mesure de regarder si les résultats tiennent, si vous regardez les IPO 3 ans après, du coup en 2015, jusqu'en 2015-2016, avant qu'il y ait la période Covid au moins. Et donc ça, je ne sais pas si c'est possible. L'autre point, c'est vrai que ce qu'on voit, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit que le taux d'endettement augmente. Moi, ce que j'ai pas, c'est en termes de montant, ce que ça donne en fait l'instruction, à quel point ça fait des montants, et notamment par rapport à d'autres formes d'endettement, l'endettement bancaire, et je renforce mes fonds propres. Là, typiquement, j'aurais bien aimé savoir, donc c'est dans une autre étape, ce serait une autre étude, mais le groupe de contrôle pour avoir vraiment quel est l'impact causal sur le financement. Alors, on a bien vu que c'était pas le seul motif de l'entrée en bourse, j'ai bien noté, mais ça aurait pu être intéressant. Et puis moi, j'ai une question aussi qui me préoccupe, j'aimerais beaucoup savoir, finalement, quelles sont les caractéristiques de l'entreprise au moment de l'IPO, et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va entrer en bourse par rapport à d'autres formes de... Voilà, moi j'ai un peu cette méconnaissance dans ma connaissance du tissu d'entreprise française. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je vais en bourse et qu'est-ce qui fait que j'y vais pas? Alors, pour votre dernière question, moi j'ai observé quand même que dans les dernières années, le fondateur, il veut être tout seul. Donc il les préfère fondateurs flottants. Et il y a 44 entreprises qui n'ont pas de fonds d'investissement, comme je l'ai dit, et 22 se sont introduites en bourse. Donc la moitié de l'échantillon s'est introduite en bourse à partir de 2019. Donc on sent cette volonté de rester maître à bord. Et c'est vrai que la bourse, c'est génial. Il y a du flottant, vous êtes maître à bord dans votre entreprise. Et ça, on le sent très fort dans le secteur de l'énergie. Ces dernières années. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Est-ce que je dis des bêtises? Jamais. Je dirais juste différemment. Effectivement, il y a un enjeu de gouvernance dans l'introduction en bourse et d'indépendance, puisque c'est le seul outil de financement à la disposition des entreprises qui n'a pas de durée de vie. Il n'y a pas de clause de rendez-vous, il n'y a pas de TRI en bourse. Et donc, quand on a des dirigeants ou un projet qui arrive à se projeter sur une période longue, c'est souvent une solution bien disante. Et comme on vit dans un monde de temps court, c'est une solution qui est un peu challengée. Et une solution alternative pour revenir aux commandes, pour des sociétés qui ont pu grossir grâce à l'appui de fonds d'investissement, donc là pour le coup c'est l'investissement privé de mon côté, il y a de plus en plus, et pour répondre à cette demande d'indépendance des fondateurs, des propositions de produits sponsorless par des fonds d'investissement, où le financement permet de sortir le fonds d'investissement précédent sans venir aux côtés du fondateur pour reprendre les rênes à sa place, et donc devenir soit minoritaire, soit avec d'autres instruments au bord, mais où la gouvernance est laissée au fondateur. Et ça peut être d'ailleurs le prélude d'un IPO derrière. Le marché obligataire de la dette privée, pour ça, est quand même un bon moyen de rester à bord et avoir des financements pour sa croissance. Mais ça doit être une étape précédente d'un IPO pour justement se reprendre une indépendance avant une nouvelle étape. Merci beaucoup. Chers panélistes, alors l'année 2023, et ça c'est un peu le cœur de notre table ronde, n'est pas terminée. Néanmoins, nous savons que vous avez reçu des données, des tendances de marché depuis maintenant 11 mois. Et on vous demande un petit challenge, c'est de nous faire un bilan de 2023, un mois avant la fin, même si elle arrive vite, et nous donner un peu un état de l'art sur les financements de marché. Florence, au niveau equity, oui, comme discuté, pardon, le fil rouge est inversé entre vous. Si ça vous va. Pas de problème. Si vous pouvez nous donner l'avis des professionnels bancaires sur cette année 2023 sur les financements de marché, qu'ils soient equity
ou dette. Oui, un petit point sur la dette aussi. Oui. Alors moi je suis quand même plutôt spécialisée sur des opérations de plus grosse taille par rapport à l'échantillon que vous avez dans votre étude. Donc c'est petite différence. Et donc si je fais un point sur l'année ECM, le moins qu'on puisse dire c'est que l'année a été très très compliquée en ECM. Un des éléments qui est la preuve, j'allais dire, de cette année compliquée, c'est que nous n'avons pas eu une seule IPO mid-cap, large-cap en France cette année, malheureusement. Donc, c'est un peu dramatique. Donc, si j'essaie d'analyser et de trouver les raisons de cet état de fait, du côté de la demande, en fait, les investisseurs, en fait, ils sont en mode attente. Bien entendu, ce qui a été pénalisant, c'est les conditions macroéconomiques. Évidemment, l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Et du côté des investisseurs, ce qui est pénalisant, ce n'est pas tant le niveau des taux d'intérêt élevés, c'est le fait que toute l'année, il y a eu des hausses de taux et on ne savait pas quand cette hausse des taux, ce cycle de hausse des taux allait se terminer. Et c'est ça qui générait en fait de l'incertitude, un manque de visibilité et qui faisait que les investisseurs du coup étaient très réticents à prendre des engagements et à investir dans des nouvelles sociétés. L'autre élément, c'est que malheureusement, les investisseurs ont en mémoire les contre-performances des IPO des années 2021-2022. Alors, à titre d'exemple, en France, vous avez les opérations OVH, Aramis, Believe, avec des cours de bourse qui ont été divisés par 2, par 3, voire plus. Donc, évidemment, ça génère une réticence très forte des investisseurs derrière. Vous avez Exclusive Networks qui a un peu tiré son épingle du jeu, mais dont le cours est quand même aujourd'hui inférieur à son prix d'IPO. Donc en France, très mauvais souvenir. Si on regarde à l'international au niveau européen, c'est la même chose. Les tendances sont exactement les mêmes de manière plus récente. Si vous regardez en Allemagne, cette année, vous avez eu des opérations. Alors, Ionos a été un succès, mais le cours depuis est en dessous du prix d'IPO. Vous avez eu ThyssenKrupp Nucera, dans le secteur de l'hydrogène, donc IPO très réussi parce que ça a bénéficié de l'engouement pour ce secteur d'activité. Depuis, le cours est passé très largement en dessous du prix d'IPO. Vous avez Schott qui a pu sortir, mais Renk qui a dû être retiré, qui n'a pas pu se faire. En Italie, vous avez eu aussi 2 IPO qui ont été réalisés, mais depuis, l'aftermarket est assez catastrophique. Donc, même problématique, on voit bien que c'est pas un sujet français, en fait, c'est au niveau de toute l'Europe. Les contre-performances des IPO récentes font que les investisseurs sont très, très, très réticents à investir dans de nouveaux projets aujourd'hui. Alors, juste un petit mot de Planisware. Donc Planisware, c'était l'IPO qui devait avoir lieu en France cette année. Malheureusement, l'opération a dû être retirée. Planisware, c'est une société rentable, une très belle société, et donc je pense que tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas la qualité intrinsèque de la société n'est pas du tout en cause. La problématique, c'est que dans un marché compliqué comme ça, les investisseurs, il y a un facteur qui est absolument crucial pour eux, c'est la liquidité. Et probablement, Planisware a pâti du fait que l'opération était de taille peut-être insuffisante pour générer une liquidité suffisante pour les investisseurs dans ce contexte de marché. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose, c'est absolument fondamental. Du côté de l'offre, maintenant, parce qu'on a eu aussi assez peu de projets d'IPO de la part des sociétés. Bien sûr, nous, en tant que banquiers, on va tous les jours prendre contact avec des entreprises pour leur proposer une cotation en bourse et leur expliquer tout ce qu'elles peuvent retirer de cette cotation en bourse. Aujourd'hui, en fait, il y a très clairement un frein. Beaucoup de sociétés ne veulent pas y aller, ou en tout cas pas y aller maintenant. Alors si vous regardez dans le cas de la tech par exemple, ce qu'on a vu c'est qu'il y a eu pas mal de tours de table privés à des niveaux de valorisation extrêmement élevés, voire un de mes collègues qui me disait que c'était des valos stratosphériques.
Et donc, Tu dirais bug, du coup? Tu dirais qu'il y a une bug? je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas de gros mots. Toujours est-il que pour amener ce type de société à l'IPO, il faudrait consentir en fait une grosse décote sur la valorisation par rapport à ce niveau de valo qui a été extériorisé lors du tour de table privé, qui fait que ni la société, ni le management, ni les actionnaires ne souhaitaient sauter le pas, on va dire, et donc ils préfèrent différer. En plus, j'ajoute qu'il y a eu une période où le marché était très actif, les investisseurs très demandent, il y avait énormément de cash à investir. Et là, c'était une période où, quand on allait pitcher les sociétés pour l'IPO, on parlait des cotes zéro pour l'IPO. Aujourd'hui, une IPO avec des cotes zéro, c'est absolument inenvisageable. Donc, vous ajoutez la baisse des valos fondamentales, on va dire, plus une décote d'IPO qu'il faut intégrer, eh bien, ça fait que un certain nombre de sociétés et d'actionnaires disent on attend, on préfère différer la sortie en bourse. D'où évidemment un marché très atone sur les IPO. En termes d'opérations secondaires, donc ce financement des sociétés déjà cotées, alors si on regarde justement les augmentations de capital, les rights issues, pour mémoire, en 2022, on avait eu des financements d'acquisition un peu transformantes par des sociétés du type Forestia, ALD. Donc cette année, on a eu très peu d'opérations. Il y a eu Mersenne qui est intervenu en rights issue, en augmentation de capital avec maintien du DPS. Et sinon, il y a eu quand même très peu d'opérations secondaires en augmentation de capital. Au niveau européen, il y en a eu un peu plus en Allemagne encore. On a eu TUI, l'augmentation de capital de TUI, qui est une très grosse opération en début d'année. On a eu aussi Siemens Energy, où on a fait une augmentation de capital par placement accéléré en une soirée. Et ça s'est très bien passé. Donc il y a des opérations, mais là encore une fois, ce sont des opérations très grosses, beaucoup de liquidités et j'allais dire un peu premium. Et puis malheureusement, ce qu'on commence à voir un petit peu en fin d'année, c'est des opérations d'augmentation de capital avec maintien de DPS, mais qui sont des opérations de restructuration de sociétés qui sont en difficulté, du type Orpea ou même la Kecoer qui a fait une opération. Ce sont des opérations un peu particulières, on va dire. Mais donc, pas grand-chose en termes d'augmentation de capital. En termes de blocs aussi, donc ça, ce sont les actionnaires qui cèdent une partie de leur participation. Alors, typiquement, les fonds qui sont au capital de sociétés qui s'introduisent en bourse, ils cèdent une partie de leur participation au moment de l'IPO et ensuite, ils ont vocation à sortir effectivement de manière totale par une série de blocs habituellement. Et donc, ce sont des placements accélérés qu'on fait un soir après bourse. Et donc cette année, en bloc, il y a eu très peu de choses également. On a fait en France, il y a eu un bloc Nexence, mais là encore, le bloc Nexence de mémoire, il a été fait à 80 €. Il y a quelques jours, le cours de Nexence, il était à 60. Donc voilà, les investisseurs, du coup, même sur ce type d'opération, demandent, compte tenu de l'état malheureusement des marchés qui est un peu critique, les investisseurs demandent une décote importante. Donc là encore, les actionnaires qui ne sont pas pressés, qui n'ont pas d'urgence, préfèrent différer la cession plutôt que de céder dans de mauvaises conditions aujourd'hui. Et donc pour finir sur le CM, et ça fera une transition vers la dette, le marché equity linked. Alors, le marché equity linked, en fait, c'est les produits que vous évoquiez tout à l'heure en les appelant hybrides. Alors, pour nous, hybrides, c'est pas ça. D'accord. Dans nos marchés, les hybrides, c'est un autre produit dont je parlerai au moment de la dette. Donc, les marchés equity linked, c'est tout ce qui est effectivement obligations convertibles en actions, OCEANE, OPSA, obligations échangeables. Donc, échangeable, là, du coup, c'est du financement en dette. C'est une société, un émetteur, en fait, actionnaire d'une société cotée qui émet des obligations échangeables en actions de sa filiale, par exemple, ou de sa ligne de participation.
Donc le marché equity linked, en fait, en théorie, c'est un marché qui peut être boosté par des taux d'intérêt plus élevés, puisque les instruments equity linked, en fait, l'intérêt pour l'émetteur de ce type d'instrument, c'est que comme il vend une option de conversion ou d'échange, il peut réduire le taux d'intérêt. Et donc, ça lui permet de sortir sur des bases de coupons améliorées par rapport à une dette sans option de conversion. Donc, ça, c'est la théorie. Donc, en principe, le marché. Bon, ce qu'on a vu, c'est qu'en pratique, il n'y a pas eu énormément d'émissions. Le marché vient de se réveiller un petit peu. Là, en France, notamment, on a eu deux opérations récentes. Il y a eu Schneider et Ubisoft qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Mais tout au long de l'année, en fait, il y a eu assez peu d'opérations. Et là, pour expliquer ça, en fait, on voit deux raisons. La première, c'est que effectivement, au moment où il y avait des taux très bas, beaucoup de sociétés se sont largement financées en dette et étaient cash riches, n'avaient pas besoin en fait de financement, n'avaient pas encore à refinancer ces instruments qui ont été émis assez récemment. Et donc, il n'y avait pas forcément un besoin de financement qui fait que du coup, elles n'émettaient pas. Et puis l'autre explication, c'est que pour un certain nombre de sociétés, le cours de l'action avait chuté considérablement. Et vous savez qu'il y a des secteurs d'activité qui ont été très impactés. Même si le marché au global, il se tient bien, le CAC est à un niveau très élevé, il y a quand même certains secteurs d'activité où les cours de bourse ont été très d'impacter à la baisse. Et du coup, si vous émettez une obligation convertible, par exemple, sur la base d'un cours très décoté, ça veut dire que vous allez diluer vos actionnaires sur la base d'un cours très bas. Et donc ça, évidemment, ça freine les émetteurs. Donc là aussi, il y a un marché assez atone, même si on sent un frémissement là en fin d'année. Pour passer sur la dette, alors côté dette, en fait, nous, on considère que c'est une année un peu intermédiaire. Alors en termes d'environnement macroéconomique, évidemment, ce qui a guidé le marché, j'allais dire, ou fait agir le marché, c'est vraiment les conditions économiques, macroéconomiques, donc l'inflation, les prix de l'énergie, là encore, la hausse des taux. Quand est-ce que les banques centrales allaient arrêter la hausse des taux directeurs. Donc c'est vraiment cet environnement qui a été crucial dans les décisions d'émission des entreprises. Sur les spreads de crédit, sur les taux, juste pour dire, on estime qu'on est revenu à peu près au taux de 2008. Donc aujourd'hui, on a changé de monde quand même. Hein. Et s'agissant des spreads de crédit, en fait, ce qu'on observe, en fait, c'est que, bon, évidemment, ils ont monté, parce qu'il y a plus de risques. Aujourd'hui, ils évoluent, on va dire, dans un tunnel, mais assez haut. Et la remarque intéressante, en fait, c'est que on a l'impression aujourd'hui que les spreads de crédit réagissent plus aux informations macroéconomiques, aux informations géopolitiques qu'aux publications des sociétés. Alors que normalement le spread de crédit, c'est justement ce qui est censé refléter la qualité du risque émetteur en fait. Mais pour autant, en fait, on a l'impression que les spreads varient plus en fonction des événements macro et géopolitiques, ce qui est étonnant. Voilà, donc au total, on est sur un changement de paradigme, en termes d'environnement, on va dire. En termes de volume, donc vous vous souvenez que 2020 avait été une année historique avec un pic en termes de volume d'émissions colossal. En 2021, on était encore sur un niveau très très haut. En 2022, on a eu une chute. En 2023, on est remonté par rapport à 2022, mais on n'est pas revenu évidemment au niveau qu'on a pu connaître en 2021 ou Alors après, par type d'émission, en fait, le marché obligataire investment grade a été assez actif. Et ce qu'on a vu pas mal cette année, en fait, c'est un marché soutenu par le M&A. En fait, il y a eu des acquisitions qui ont été faites par un certain nombre de sociétés cotées, de grandes sociétés cotées. Donc, ce sont des acquisitions qui, en valeur absolue, sont d'un montant très significatif, mais en valeur relative par rapport à ces sociétés sont assez modestes, on va dire. Et donc, ce sont typiquement des acquisitions qui ont pu être refinancées en dette et non pas en equity, comme l'avait fait par exemple Forestia ou ALD en 2022, ces sociétés avaient fait des réactions. Donc en financement d'acquisition, par exemple, vous avez eu Kering, Carmila ou Thales,
qui ont fait de belles émissions, de très grosses émissions pour refinancer des acquisitions. À l'inverse, le marché EuroPP s'est effondré. C'est peut-être un petit peu dur, mais il y a une très 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 forte baisse. Et là, on retrouve un élément que je donnais pour le marché equity, c'est-à-dire que les investisseurs donnent une forte prime à la liquidité. Et le marché EuroPP n'est pas un marché liquide. Et du coup, il a vraiment pâti de ce manque de liquidité. Et alors, le marché des hybrides, et donc nous, ce qu'on appelle les hybrides, en fait, ce sont des titres perpétuels avec des clauses de step-up qui sont considérés en rating, en fait, comme des capitaux propres, parce que non remboursables, puisque c'est perpétuel. Néanmoins, il y a ces clauses, en général, ces instruments, ils sont structurés avec des clauses de step-up qui font que, à partir d'une certaine date, le taux augmente. Et du coup, ce marché est resté assez actif à cause de cette caractéristique de ces instruments, parce que les émetteurs se trouvent dans une situation où ils ont quelque part une obligation de remplacer ces instruments. Sinon, à cause de ces clauses, en fait, les taux et donc le coût de l'emprunt augmente considérablement. Et du coup, il peut être déqualifié aussi en rating. Et donc, du coup, on a observé que le marché s'est plutôt bien tenu et on est passé d'un émetteur qui avait des instruments à 2 ou 3% de coupons. Ils sont ressortis avec des instruments qui sont plutôt aujourd'hui à 6 ou 7% de coupons. Mais la plupart ont été dans l'obligation de remplacer ces instruments et donc on fait des émissions. Donc, côté dette, un marché un peu intermédiaire, on va dire. Voilà. Merci Florence pour cette présentation très exhaustive de 23. Guillaume, on va dire la mise en place. mais ce serait très intéressant parce que si le diagnostic est le même, au moins on pourrait établir qu'il est a priori correct. Je voulais rebondir sur la partie pricing post-IPO au niveau des cours. Je pense que vous avez une vision là-dessus sur l'anticipation des cours de marché par rapport à la réalité économique et macro. Et vous anticipez plutôt une réhausse en 24, un peu à contre-courant. Ah, tu dis tout, ça y est. Ok, pardon. C'est parfait. D'abord, en fait, l'année 2023 a quand même été assez chahutée. Donc, en fait, il y a eu plusieurs années 2023, et d'ailleurs, elle n'a pas vraiment commencé le 1er janvier non plus. Donc, moi, je rejoins complètement. En fait, on a eu un environnement économique et monétaire qui a été profondément transformé sur les 18 derniers mois. On a eu la hausse des taux les plus rapides jamais enregistrées de l'histoire moderne des marchés de capitaux, une croissance qui ralentit, une montée des tensions, bref. Donc on a eu beaucoup de rotations sectorielles très importantes, ce qui a été très bien évoqué. Et on a eu un sentiment de marché baissier, qui a même parfois été plus qu'un sentiment pour une grande partie de la cote. Quand je parle de sentiment de marché baissier, c'était ce que disait Florence sur le comportement des investisseurs, qui face aux difficultés qu'ils pensaient rencontrer, ont concentré leur investissement dans les valeurs les très grosses, très liquides. Et donc, on a eu des bourses mondiales qui ont bougé depuis 18 mois en trompe-l'œil, avec des grands indices qui ont été portés par quelques valeurs. Et pour faire simple, c'est 1% des sociétés cotées qui représentaient 80% de la performance boursière des principaux indices dans le monde depuis 18 mois. C'est Magic 7 aux États-Unis, c'est les 4 sociétés du CAC 40 à peu près sur la période récente, notamment dans le luxe. Et ce qui fait qu'en fait, tout le reste de la cote a baissé. Donc, il y a un sujet de valorisation très important pour les sujets de hausse des taux que tu as évoqués. Et cette baisse a été de plus en plus marquée au fur et à mesure qu'on descendait dans les tailles de sociétés. Donc, les très très grandes entreprises n'ont pas baissé, certaines ont monté, les grandes ont baissé, les moyennes ont baissé plus, les petites et les très petites ont baissé énormément pour des contraintes de liquidité et d'un changement de perception par rapport au marché. Ensuite, on a eu un printemps qui a réouvert sur 2 sujets. Le premier, c'est que le contexte de hausse des taux, malgré tout, a quand même conduit un certain nombre d'investisseurs à renforcer une vocation vers l'obligataire. Et donc, en fait, l'obligataire, depuis le mois d'avril, redémarre assez nettement. Par les investment grade petit à petit, la fin d'année est très dynamique. Le mois de novembre est le meilleur mois de performance des fonds obligataires depuis, je n'ai pas la chiffre exacte, mais je pense à peu près au moins 10 ans. Donc, on est sur une tendance qui est assez nette. Les marchés actions, dans cette logique-là, ont souffert d'une décollecte très forte. Et la décollecte a été encore plus marquée en Europe et encore plus marquée vers les fonds valeurs moyennes.
Et donc tout ça nous a amené aujourd'hui à une situation qui, comme l'a mentionné Florence, sur les marchés actions a été médiocre, voire même mauvaise. Je dirais pas à tonne, parce que pour moi, à tonne ça veut dire zéro, mais voilà. Mais mauvaise. Ça a touché toutes les sociétés, plutôt les grosses, parce qu'elles ont peut-être temporisé certaines décisions d'investissement. Sur les petites et les moyennes, par contre, l'année 2023 va être assez bonne. Le deuxième semestre aura apporté plus de financement que le premier semestre. Et nous, on pense qu'on va arriver en montant levé en augmentation de capital par les PME ETI en 2023 à des niveaux qui sont équivalents à ceux qu'on avait en 2018-2019, donc pré-Covid, et très largement supérieurs à ceux de l'an dernier. Parce que l'avantage de la bourse dans ce contexte économique qui est très difficile, notamment pour les investisseurs, mais aussi du coup bientôt pour les entreprises, c'est qu'il y a toujours un prix. Quand on a toujours un prix, on peut toujours se financer. Parfois dans des conditions moyennes, mais dans le monde, de notre côté, aujourd'hui, on ne peut pas se financer. Ou très peu. Et donc là, c'est un élément qui est important. Et effectivement, si vous mettez tout ça bout à bout, vous avez aujourd'hui un marché dans lequel les volumes sont historiquement faibles, y compris sur les grandes valeurs, sur lesquelles les valorisations vont continuer à baisser sur 90% de la cote depuis 18 mois et sont réputées comme étant attractives, voire très attractives, pour un grand nombre de sociétés. Des entreprises qui vont pas si mal, mais ça Lauriane nous le dira, enfin j'espère en tout cas, mais qui vont quand même avoir affaire à un contexte économique qui se dégrade, et des investisseurs et des banquiers, comme vous avez pu le constater, qui sont devenus extrêmement pessimistes, comme si on allait tous mourir bientôt. Et ça, en fait, c'est une critique qui est annonciatrice d'une phase de rebond qui est importante, parce que quand les volumes sont déjà bas, que le pessimisme est déjà élevé et que les taux, on l'espère, en tout cas c'est les attentes du marché, vont arrêter de monter, on a un potentiel de rebond qui est important. Et ce qui est important, je ne sais pas quand il va arriver, on a fait un très bon mois de novembre, mais ce n'est pas une tendance, un très bon mois de novembre. Il y a plusieurs choses qu'il faut noter. Le premier, c'est que il ne faut pas attendre que les investisseurs deviennent optimistes pour que le marché remonte. Le marché va remonter porté par des investisseurs qui sont plus tactiques. Sur les grandes valeurs, ce sera principalement des investisseurs de type hedge fund, arbitragistes, principalement des Américains, qui sont d'ailleurs très largement net acheteurs des actions cotées à Paris depuis maintenant le début de l'année, et ça se renforce sur les dernières semaines. Sur les petites et moyennes valeurs, ce sera beaucoup les actionnaires individuels, en direct, qui vont être les early adopters en fait, de ce retournement de tendance. Donc ça, on va le mesurer, mais leur activité est bonne aujourd'hui, mais pour le moment, on va voir. En tout cas, eux, ils achètent continuellement des actions cotées à Paris, et notamment de PME-ETI. Et c'est cette hausse du marché dans des volumes faibles qui va réengendrer le reste de la dynamique, qui sera un retour de la collecte, un retour des volumes. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas quelle sera l'ampleur du rebond ni sa durée, parce que je n'ai pas d'informations sur ces données-là. Mais par contre, on voit quand même qu'on a fait une grande partie du chemin de ce marché difficile qui a démarré il y a au moins 5 trimestres. Et donc, du coup, en termes de paille pour l'année 2024, enfin, je veux pas, ce qui a été dit était très juste et bien documenté. Le pipe de l'année 2024, il est en Europe, assez dynamique, le pipe de nouvelles cotations, et deux, assez cohérent avec ce nouvel environnement de marché. On va d'abord démarrer par des grandes entreprises ou des entreprises de taille moyenne qui ont des problématiques de croissance importantes. Bien sûr, on a dans des secteurs de type transition énergétique et climatique parce que c'est une tendance de fond, mais on voit qu'il y a d'autres verticales qui vont arriver, notamment sûrement dans la défense, notamment sûrement dans la santé, parce que ce sont des axes de croissance structurelle pour nos continents. Et après, sur le segment des PME-ETI, je pense qu'on verra un peu plus tardivement dans l'année, si les grosses opérations se passent bien, un nombre de projets qui va continuer à augmenter. En tout cas, c'est sur quoi on se prépare aujourd'hui, mais maintenant, il peut se passer pas mal de choses. C'est l'avantage des fins d'année, c'est qu'on peut être optimiste pour l'année qui se dessine. Après, on a pas changé de... Restons optimistes pour cette fin 23 début 24. Et est-ce que la Banque de France l'est optimiste en termes d'observatoire sur les données? Alors déjà, sur le contexte macro, donc, on sait que la hausse de taux d'intérêt, c'est pour lutter contre l'inflation. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en octobre, on est à 4%, alors qu'il y a quelques mois, on était à 7%. Donc on voit que ça fonctionne. Donc vraiment, ce que dit le gouverneur de la Banque de France, c'est que là, a priori, on est plutôt atteint un plateau sur l'évolution des taux d'intérêt, et sauf vraiment choc exceptionnel sur l'offre, etc., ça devrait rester un certain temps. Donc ça, c'est déjà par rapport... C'est une excellente nouvelle pour nous. Pour commencer.
Voilà, sur un petit peu, et avec toujours cet engagement, hein, d'après nos prévisions, c'est un engagement, un objectif, hein, c'est de ramener l'inflation à 2% d'ici 2025. Donc il y a vraiment cette idée que il faut stabiliser, il faut lutter contre l'incertitude, retrouver un contexte beaucoup plus stable pour les investisseurs. Alors maintenant, si on passe du macro au micro, hein, parce que moi je suis à Banque de France, mais je suis plutôt dans la division micro. Une chose, donc on suit les statistiques de l'endettement des entreprises, l'endettement au SNF. Donc nous, c'est plutôt sur tout ce qui est la dette obligataire et la dette bancaire. Donc juste en termes de montant pour fixer les idées, puisque je fais toujours la dette obligataire, c'est 700 milliards à fin septembre en termes de stock de dette. La dette bancaire, c'est 1300 milliards d'euros. Donc ce qu'on a vu effectivement, c'est nous, on dit que l'évolution de l'obligataire était plutôt il y a une évolution des taux qui a été beaucoup plus... en fait, les taux d'intérêt ont augmenté plus rapidement pour le financement de marché que pour le financement bancaire, en raison du fait que au passif des banques, il y a des dépôts non rémunérés. Et du coup, on a observé, en tout cas en fin 2022 et début 2023, un phénomène de réintermédiation bancaire avec une dynamique du crédit bancaire qui a été beaucoup plus rapide que celle de la dynamique obligataire, qui a été plutôt en fait en berne avec une contraction en glissement annuel sur un an pendant plusieurs mois. Donc là, effectivement, on voit que ça rebondit. Donc peut-être ce que vous observez, ça met un peu de temps à se voir dans les statistiques. Donc voilà un peu pour les dynamiques d'évolution d'endettement des entreprises. Alors, ce qui a fait que c'est resté que les entreprises ont malgré tout résisté. Donc nous, on a les bilans 2022. Alors 2022, quand ça évolue vite, le contexte Macron, on se dit que c'est loin, mais en même temps, ça explique beaucoup la résistance. En tout cas, au premier semestre 2023, on a eu quand même des entreprises qui ont fait face à plusieurs chocs, le Covid, la crise en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les bilans 2022 sont très bons. Donc vraiment, si vous voulez, l'activité est repartie en 2021 et 2022 avec des taux de croissance de chiffre d'affaires qui sont assez importants. Donc c'est une étude qu'on va publier la semaine prochaine. On a des taux d'endettement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, en fait, qui ont augmenté avec le Covid, mais un renforcement des capitaux propres grâce à des résultats plutôt importants. Et quand on regarde l'évolution de la cotation Banque de France, alors là, c'est pas l'introduction en bourse, mais c'est vraiment la capacité des entreprises à honorer leurs engagements financiers à horizon de 3 ans, on voit qu'en fait, on a retrouvé les niveaux pré-Covid. Donc, en fait, si vous voulez, du point de vue de l'analyse de la situation financière des entreprises, en tout cas de leur bilan à fin 2022, elle est plutôt bonne. Alors là, on parle toujours, on est en statistique, des fois on parle de médiane, etc. Bien sûr, il y a des situations individuelles plus contrastées, et puis il y a des très bonnes performances et des moins bonnes performances. Donc voilà. Alors bien, sur 2023, ce qu'on suit quand même, donc c'est quand même cette dynamique malgré tout de crédit, et donc voilà, cette dynamique d'endettement qui ralentit, y compris pour le crédit bancaire. On le voit dans les enquêtes mensuelles de conjoncture, voilà, des inquiétudes, un peu un ralentissement d'activité. C'est une année où on prévoit 0,9 de croissance pour 2023. Vraiment, on a des enquêtes qui ont longtemps témoigné de situations de trésorerie qui ont tendance à se dégrader pour les entreprises. Alors nous, dans les bilans, ce qu'on voit, c'est que grâce aux prêts garantis par l'État, notamment, les entreprises ont aussi accumulé de la trésorerie. Donc, il faut toujours mettre en regard, je crois, les tendances et puis les niveaux, quand on s'intéresse à la situation financière des entreprises. Donc sur ce point-là, on suit ça de près, et puis on suit beaucoup les défaillances d'entreprises. Donc là déjà, j'ai été étonnée de voir que des entreprises qui entrent en bourse font défaillance. Ce qu'on observe actuellement, c'est une remontée des défaillances. Pendant le Covid, il y en a eu beaucoup moins pour plusieurs raisons. Il y a eu tout simplement les tribunaux commerçants fermés, il y a eu on a donné plus de temps aux entreprises pour caractériser l'état de cessation des paiements. Et puis il y a eu toutes les aides d'État. On parle beaucoup des prêts garantis par l'État, il y a eu l'activité partielle, mais tout ça, ça a été un facteur de résilience assez important pour nos entreprises, et je pense de toute taille. Et là, on voit que ça remonte un petit peu, pas les inquiétudes, mais ce qu'on voit, c'est que ça commence à toucher des entreprises de taille de plus en plus grande. Donc on commence à avoir des entreprises de taille intermédiaire qui rentrent en défaillance. Donc voilà, ça fait partie un peu des choses que l'on suit. Mais sinon, pour en tout cas les projections, et là j'embraye un peu sur les perspectives 2024, en fait, on se dit que la croissance en 2024, d'après les projections de la Banque de France, ça devrait être aussi de l'ordre de 0,9%, parce que la demande mondiale va diminuer un petit peu, mais on retrouve une croissance à plus de 1,3 en 2025. Encore une fois, il y a cet engagement de stabiliser les prix pour ramener l'inflation à 2% en 2025.
Donc voilà, on espère que ce qu'on se dit, c'est qu'on a réussi finalement, par rapport aux inquiétudes qu'on pouvait avoir de récession, etc., la France est en train de sortir de l'inflation sans qu'on ait de récession, et ça, c'est déjà pas mal. Donc, si je peux... Merci pour ce message optimiste. Petit rappel historique, je ne sais pas si vous en souvenez, mais par rapport aux aides d'État, PGE, etc., pendant le Covid, on avait eu un courrier des administrateurs judiciaires qui demandaient à l'État d'en faire moins parce qu'ils se retrouvaient au chômage technique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était assez formidable. Les résultats, qu'ils soient rassurés, a priori, vont revenir à un niveau de travail équivalent en 24. Justement, sur 24, alors on a un petit peu empiété sur ce sujet-là, mais est-ce que vous aviez d'autres perspectives ou d'autres intuitions chacun a donné sur 24 ou vous l'avez déjà dit sur votre première partie? Est-ce que je peux passer un petit coup de gueule parce que moi je suis optimiste comme vous savez, mais pour ceux qui me connaissent, il faut toujours me mettre 2-3 degrés en dessous d'optimisme parce que ça fait j'ai un biais. Non, en fait, moi, ce que je trouve important, c'est que les 5 dernières années ont quand même été assez mouvementées d'un point de vue macro, assez mouvementées du coup aussi pour les marchés financiers et leur capacité à apporter des financements pour les entreprises. Et d'une certaine manière, quand même un petit peu abîmées. Alors certes, après chaque crise, il y a toujours un rebond, c'est la beauté des cycles boursiers. Je pense qu'aujourd'hui, vu la dureté et la longueur de la crise que la France a connue, même l'Europe a connue, il faudrait qu'on soit beaucoup plus ambitieux et volontaire pour flécher de l'épargne vers les entreprises françaises, notamment via les marchés de capitaux. Aujourd'hui, il y a des grands succès populaires on a réussi à créer une épargne de long terme pour les Français avec le succès du PER, avec le succès des P2E. Il serait quand même nécessaire qu'on puisse flécher une bonne partie vers les entreprises européennes avec une préférence française. Je rappelle juste un point qui pour moi est important, c'est qu'on vend toujours les succès économiques de l'Europe du Nord et le lien entre la finance et l'entreprise qui sont très marqués. Les fonds actions Suède, donc les fonds actions qui ont vocation à investir uniquement en sociétés suédoises, représentent plus d'actifs sous gestion que les fonds actions France, plus actions Allemagne, plus actions Italie réunies. Et je pense que ça, c'est du volontarisme politique et je crois que c'est le moment qu'on puisse faire pousser nos messages. À sortir de la crise de 2012-2013, c'est à cette époque-là on a obtenu le PEA-PME, c'est à cette époque-là on a obtenu le soutien de la Caisse des dépôts pour créer des fonds qui investissent uniquement sur Euronegros avec Nova. Donc, je crois que c'est le moment, nos amis d'Europlace, qu'on puisse un peu montrer qu'il faut être ambitieux et volontaire puisque c'est utile. Et l'étude de Nanterre nous rappelle qu'il y a un très beau vivier d'entreprises à financer. Pardon. Aucune raison de s'excuser, je pense que ce sera un beau mot de fin, sauf à ce que Florence ou Marianne... Juste un dernier mot. Non, je voulais rejoindre ce point en fait. J'ai certains de mes économistes qui ont fait une étude, qui ont regardé de manière un peu structurelle comment se financer l'investissement des entreprises françaises et effectivement, je crois que c'est un point important. Donc, il y a beaucoup d'enjeux sur la transition énergétique, la transition climatique, etc. Et en fait, ce qui montre, c'est qu'on parle souvent du financement bancaire versus en fonds propres, mais il y a aussi le financement obligataire, notamment en fait pour les investissements innovants, etc. Donc voilà. Donc je pense que ce qui est important pour l'économie, c'est que tous les acteurs travaillent à ce qu'il y ait une grande palette de financement diversifié, soit pour le cycle de vie de l'entreprise, soit selon des types d'investissements en tout cas et leur taille. Voilà. Merci. Merci.